Sœur Hélène avait 61 ans lorsqu'elle comprit qu'elle perdait la bataille contre laquelle elle se battait depuis 8 mois. Ce n'était pas une maladie physique, bien que les symptômes fussent similaires. Insomnie, perte d'appétit, palpitations cardiaques soudaines, distraction constante pendant les prières, c'était quelque chose de plus troublant. Elle était amoureuse de Julien Mercier, qui avait 20 ans. La prise de conscience ne s'est pas faite d'un coup, mais progressivement, comme une marée montant imperceptiblement jusqu'à tout submerger. Tout a commencé en septembre, lorsque Julien s'est présenté au couvent Sainte-Anne à Lyon dans le cadre du programme de service communautaire de son université, étudiant en histoire, 20 ans, de taille moyenne, lunettes à monture épaisse, sourire timide. Le couvent abritait une bibliothèque possédant des documents historiques rares. Julien fut chargé de cataloguer une collection de lettres du XVIIIe siècle. Hélène était bibliothécaire du couvent depuis 15 ans. Elle était chargée de superviser Julien. Première impression, un jeune homme poli et intelligent, excessivement respectueux, comme le sont souvent les jeunes hommes avec les religieuses, les traitant comme de fragiles reliques plutôt que des personnes. Elle lui montra le système de catalogage, lui installa un bureau dans un coin tranquille et le laissa travailler. Les premières semaines, les interactions étaient minimes. Julien arrivait à 9 heures, travaillait en silence jusqu'à 5 heures et remerciait poliment tout le monde en partant. Hélène l'observait de temps à autre depuis son bureau. Elle remarquait la délicatesse avec laquelle il manipulait les vieux documents, son froncement de sourcils lorsqu'il se concentrait, et le léger sourire qui illuminait son visage lorsqu'il découvrait quelque chose d'intéressant dans les lettres. C'est en octobre que les conversations commencèrent. Julien découvrit une lettre particulièrement fascinante, une correspondance entre la religieuse et son frère, datant de 1762, où ils discutaient de la philosophie des Lumières. Il la montra à Hélène, dont les yeux s'illuminèrent d'enthousiasme. Il s'exclama « C'est extraordinaire. La religieuse s'oppose au dogme de l'Église par la raison, chose rare à l'époque, surtout de la part d'une femme de confession religieuse. » Hélène lut la lettre. Elle reconnut qu'elle était remarquable. Elle fit remarquer que les religieuses étaient souvent plus libres intellectuellement que les femmes laïques, car les couvents offraient une éducation et un temps d'études que le mariage leur refusait. Julien n'y avait jamais pensé. Ils discutèrent pendant des heures. Il posait des questions pertinentes. Elle y répondait, forte de décennies de connaissances sur l'histoire de l'ordre. La conversation était fluide et naturelle. Dès lors, leurs échanges devinrent réguliers. Julien apportait des découvertes intéressantes. Hélène, quant à elle, offrait un éclairage historique. Les discussions s'étendirent des documents spécifiques à des sujets plus vastes. Le rôle des femmes dans l'Église, l'évolution de la vie monastique, la tension entre dévotion et doute. Julien se révéla un penseur nuancé, qui questionnait sans manquer de respect. Hélène se surprenait à anticiper son arrivée, préparant mentalement les points à aborder. En novembre, elle remarqua qu'il portait une nouvelle tenue les jours où Julien travaillait, qu'il soignait davantage sa coiffure, même dissimulée sous un voile, qu'il s'appliquait de la crème pour les mains afin d'éviter qu'elle ne soit rugueuse au contact accidentel de ses doigts lorsqu'il manipulait des documents. De petits signes, mais révélateurs. Il se souciait de son apparence, pour un jeune homme de 20 ans. La reconnaissance s'accompagna de honte. Hélène avait 61 ans. 42 ans de vie religieuse. Elle y était entrée à 19 ans, fuyant des fiançailles arrangées avec un homme violent. Elle n'avait jamais ressenti de vocation ardente, mais le couvent lui offrait une sécurité que le monde ne pouvait lui garantir en 1981. Elle y restait par confort. Il avait prononcé ses vœux perpétuels à 25 ans. Depuis, sa vie était rythmée par une routine prévisible et rassurante. Elle n'avait jamais remis en question ses choix, jusqu'à Julien. Quelque chose, chez lui, avait réveillé des sentiments qu'elle croyait éteints. Ce n'était pas seulement une attirance physique, même si elle reconnaissait son charme, mais aussi son intelligence et sa gentillesse. C'était une connexion intellectuelle, la façon dont il la voyait.
non pas comme une vieille nonne, mais comme une personne intéressante, un esprit qui méritait d'être exploré. Il traitait ses opinions avec un respect qu'il recevait rarement. Il l'écoutait quand elle parlait sans attendre son tour. En décembre, Julien apporta un livre pour Noël, Histoire de la philosophie médiévale, écrit par un professeur qu'il admirait. Il pensait qu'Hélène l'apprécierait d'après leur conversation. Touchée, elle accepta. C'était une délicate attention, non une obligation. Elle lut le livre les soirs suivants. Elle y découvrit des passages soulignés par Julien, des notes en marge, ses réflexions. C'était une étrange intimité de lire ses notes personnelles, de percevoir le fonctionnement de sa pensée dans les marges. Janvier apporta la crise. Julien mentionna nonchalamment que son service civique se terminerait en mars. Plus que 2 mois. Puis il retournerait à l'université à Paris, ne revenant que rarement à Lyon. Hélène fut prise d'une panique disproportionnée. 2 mois. Puis il disparaîtrait de sa vie, retournant à la solitude d'une bibliothèque déserte. À cet instant, elle prit pleinement conscience de ses sentiments. Ce n'était pas simplement apprécier sa compagnie, c'était de l'amour, romantique, profond, impossible. Elle tenta de prendre ses distances. Prétextant une urgence, elle envoya Julien dans une autre salle d'archivage. Il parut perplexe, mais obéit. Les jours passèrent sans longue conversation. Hélène ressentait son absence, une douleur lancinante. 1 semaine, 2. Julien finit par se présenter à son bureau, lui demandant s'il l'avait offensé, qu'il sentait un changement, qu'il regrettait d'avoir franchi une limite. Hélène observa son visage juvénile, sa sincère sollicitude, la douceur qui le caractérisait. Et quelque chose se brisa en elle. Elle laissa échapper une vérité partielle. Elle appréciait sa compagnie plus qu'elle ne le devrait. Cette proximité devenait difficile, compte tenu de leurs positions différentes. Julien sembla ne pas comprendre. Il dit la considérer comme une amie, une mentor, que leur conversation était le point d'orgue de ses semaines, qu'il ne voulait pas perdre cela. Amie, mentor, des paroles assurées. Mais son regard, lorsqu'il parlait, trahissait autre chose. Ou bien, Hélène projetait-elle ses propres sentiments? Elle n'en savait rien. Elle dit qu'elle aussi tenait à cette amitié, mais que son départ serait difficile. Julien lui demanda s'il pouvait rester en contact, par courriel, de temps en temps. Hélène savait qu'elle devait refuser. Elle accepta. Février passa trop vite, le dernier mois de Julien au couvent. Hélène renonça à prendre ses distances. Si elle devait le perdre de toute façon, au moins elle aurait des souvenirs. Ils déjeunaient souvent ensemble, dans un petit café près du couvent, leur conversation dérivant vers des sujets personnels. Il parlait de son enfance à Grenoble, avec une mère célibataire, de ses études à la Sorbonne grâce à une bourse, de son rêve de devenir professeur, de la solitude d'être différent, trop sérieux pour des camarades qui ne pensaient qu'à faire la fête, trop jeune pour nouer des liens avec les professeurs. Hélène confia sa solitude. Elle parla de son isolement au sein d'une communauté de 7 religieuses. Elle évoqua ses doutes récents quant à la pertinence de sa vie. Julien lui dit que 61 ans, ce n'était pas vieux, qu'il lui restait encore des décennies à vivre, qu'il n'était jamais trop tard pour changer, si un véritable changement était nécessaire. Hélène répondit que c'était facile à dire à 20 ans. À 61 ans, le poids des décisions passées était accablant. La dernière semaine de mars arriva. Vendredi serait le dernier jour de Julien. Hélène ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Le laisser partir en silence, enfouir ses sentiments, continuer sa vie comme avant. Ou bien avouer la vérité, risquer l'humiliation, mais au moins être honnête. Vendredi, Julien est arrivé avec des petites fleurs, des tulipes roses du marché lyonnais. Il a dit vouloir la remercier pour ses mois de mentorat, qu'il avait appris davantage d'elle que dans n'importe quel cours, qu'il garderait ses leçons en mémoire toute sa vie. Hélène a pris les fleurs, les mains tremblantes. Elle a dit qu'elle avait besoin de dire quelque chose, que c'était sans doute une erreur, mais qu'elle ne pouvait pas le laisser partir sans être honnête. Elle confia avoir éprouvé des sentiments pour lui. Pas des sentiments maternels, ni de mentor, mais romantiques. Elle savait que c'était absurde. Elle avait 61 ans, lui 20.
Elle était religieuse, une différence d'âge et de situation impossible. Elle n'attendait rien de lui. Elle voulait simplement qu'il prenne conscience de l'impact profond qu'il avait eu sur elle, qu'il avait réveillé en elle des parts restées en sommeil pendant 42 ans. Julien resta silencieux pendant ce qui lui parut une éternité. Hélène se prépara à un refus poli, à la pitié, à un malaise qui briserait même leur amitié. Au lieu de cela, il dit « Je pensais que c'était seulement moi ». Hélène le regarda, stupéfaite. Il poursuivit en français, hésitant. Il confia qu'il éprouvait lui aussi des sentiments, qu'au départ, il avait cru à de l'admiration, mais c'était devenu plus profond, que son âge n'avait aucune importance, qu'il voyait en elle une femme fascinante, intelligente et bienveillante, qu'il se sentait plus proche d'elle que de quiconque de son âge. Hélène disait que c'était toujours impossible. Elle avait fait des vœux. Lui, il avait toute la vie devant lui à la Sorbonne. Il ne pouvait pas s'engager envers une femme de 41 ans, son aînée. Julien disait qu'il ne demandait pas un engagement à vie. Il disait simplement que ses sentiments étaient réels, qu'il méritait d'être reconnu. Il lui a demandé ce qu'elle voulait. Hélène réfléchit sincèrement. Elle dit vouloir passer du temps avec lui, apprendre à le connaître en dehors de la bibliothèque, voir si leur relation pouvait survivre hors du couvent. Mais cela impliquait de quitter l'ordre, une décision lourde de conséquences. Julien dit comprendre qu'il ne la forcerait pas, mais qu'il attendrait, qu'il retournerait à Paris, mais qu'il resterait en contact, que si elle décidait de partir, il y aurait toujours une place pour elle. Les mois suivants furent marqués par une correspondance intense, des courriels quotidiens, puis des appels téléphoniques hebdomadaires. Julien parlait de ses études à la Sorbonne, de sa vie dans un petit appartement du quartier latin. Hélène évoquait son quotidien au couvent de Lyon, ses promenades le long du Rhône, mais aussi des conversations plus profondes sur les peurs, les espoirs, le sens de la vie. Hélène entama une profonde introspection. Elle consulta sa supérieure au sujet de ses doutes vocationnels. La mère supérieure n'en fut pas surprise. Elle lui confia avoir remarqué un changement chez Hélène depuis septembre. En juin, Hélène a officiellement demandé une dispense de ses vœux. La procédure serait longue, au moins 1 an. Mais elle avait commencé. Elle en a informé Julien. Il était heureux, mais prudent. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle quitte l'ordre uniquement pour lui, que la décision devait lui appartenir, indépendamment de toute relation amoureuse. Hélène a confirmé que c'était le cas, que Julien avait été un catalyseur, mais pas la cause, que 42 ans passés dans l'ordre par peur, ce n'était pas une vie, qu'elle méritait de pouvoir vivre en toute authenticité. L'année d'attente fut difficile. Hélène demeurait au couvent de Lyon, mais dans un état transitoire, ni tout à fait religieuse, ni encore libre. Julien venait la voir dès qu'il le pouvait pendant les vacances scolaires, prenant le TGV de Paris à Lyon. Leurs rencontres étaient publiques, convenables, mais empreintes d'une forte appréhension. Ils se promenaient le long de la Saône, prenaient un café dans le vieux Lyon et discutaient pendant des heures au parc de la Tête d'Or. En mai de l'année suivante, la dispense fut accordée. Hélène, à 62 ans, quitta officiellement l'ordre. Julien avait alors 21 ans. Il achevait son année à la Sorbonne. Hélène emménagea dans un petit appartement parisien près de son campus, dans le Marais. Ils entamèrent pour la première fois une véritable relation. Ce ne fut pas facile. La différence d'âge était constamment commentée. Dans le métro, dans les cafés, on la prenait pour sa mère. Lorsqu'on la corrigeait, les réactions allaient de la surprise à la désapprobation. Mais ils ont persévéré car leur lien était authentique. Hélène a trouvé un emploi aux Archives nationales. Julien a poursuivi ses études. Ils vivaient modestement dans un 2 pièces donnant sur les toits parisiens. Ils ne cachaient pas leur relation, mais ne la proclamaient pas non plus. Ils vivaient simplement en toute authenticité. À 65 et 24 ans, ils étaient toujours ensemble. La différence d'âge ne s'est pas estompée, mais son importance, elle, a grandi. Ils se promenaient le long de la Seine le dimanche après-midi. Ils dînaient dans de petits bistrots à Saint-Germain. Julien lui lisait à voix haute Proust, Camus, Sartre. Hélène lui apprenait à cuisiner des recettes apprises au couvent.
La vie était simple, mais riche. Les amis de Julien finirent par l'accepter. Les collègues d'Hélène aux archives furent plus lents à s'y faire, mais finirent par respecter son choix. L'amour interdit était semé d'embûches. L'âge, les vœux, les positions sociales. Un contexte social français conservateur qui réprouvait les différences extrêmes. Mais céder finalement à Hélène n'était pas un signe de faiblesse, mais de courage. Céder, c'était admettre une vérité qu'elle avait niée, avoir gâché des décennies dans une vie choisie par peur et non par vocation, que l'amour, même impossible, même anticonformiste, était valable, qu'il n'était jamais trop tard pour choisir l'authenticité plutôt que le conformisme. Julien, à 20 ans, avait perçu ce que les autres n'avaient pas vu, une femme intéressante, au-delà des habitudes et de l'âge. Hélène, à 61 ans, s'était enfin autorisée à se montrer. S'abandonner à l'amour n'avait rien à voir avec l'acte sexuel ou les amours de jeunesse. Il s'agissait d'accepter qu'elle méritait une profonde connexion humaine, que l'âge n'invalide pas le besoin d'intimité, que 41 ans d'écart n'était qu'un chiffre. Expériences partagées, respect mutuel, conversations interminables dans les cafés de Lyon puis de Paris. Voilà les véritables marques de compatibilité. À 70 ans, Hélène regardait par la fenêtre de son appartement du Marais le retour de Julien de la Sorbonne, où il était désormais maître de conférence à 29 ans. Il lui fit un signe de la main en l'apercevant. Elle lui répondit, et elle repensa à la bibliothèque de Lyon, où tout avait commencé, à une lettre de 1762, écrite par une religieuse remettant en question les dogmes, à cette religieuse inconnue qui avait osé penser librement malgré ses vœux. Hélène avait fait de même, 2 siècles plus tard, dans un pays qui avait changé mais qui jugeait encore, mais le jugement importait moins que la vérité, et la vérité était simple. L'amour trouvait toujours le moyen d'exister, même quand tout semblait conspirer contre lui. Paris avait connu des histoires d'amour impossibles pendant des siècles. Une de plus ne changeait rien pour la ville. Mais pour 2 êtres qui avaient choisi le courage plutôt que le conformisme, cela changeait tout.